Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire co-organisé par l'UGAP, SFR et Checkpoint. Webinaire sur la cybersécurité et plus particulièrement sur le thème du Zero Trust, sur la stratégie Zero Trust et sur comment la mettre en œuvre pour faire face aux cyberattaques. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir plusieurs experts autour de notre table. Je commence à ma gauche. Wahid, ingénieur cybersécurité chez Checkpoint. Bonjour Wahid. Bonjour. Ensuite, Tom Legarn également, ingénieur cybersécurité chez Checkpoint. Bonjour Tom. Bonjour. Et enfin, Kevin Noël, qui est consultant avant-vente cybersécurité chez SFR. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Et pour ma part, je suis Guilhem Pellman, donc je suis chef de produit cybersécurité à l'UGAP. Pour votre info, ce webinaire est enregistré. Vous recevrez le lien du replay juste à la suite de cet événement. Vous le recevrez par mail. Vous trouverez en bas à droite de votre écran plusieurs onglets. Vous avez tout d'abord l'onglet chat pour nous parler. Vous avez l'onglet questions pour poser vos questions. On vous invite vraiment à poser vos questions dans cet onglet. Ça sera plus facile pour nous après pour les traiter. Aujourd'hui, au programme de ce webinaire, on va parler de cybersécurité, on va parler du Zero Trust. Qu'est-ce que c'est le Zero Trust? Sur quel pilier, sur quelle base c'est fondé? On va voir ensuite en quoi une stratégie Zero Trust peut aider le secteur public à faire face aux attaques, aux cyberattaques, en quoi c'est pertinent, quels sont ces avantages de cette solution. Et on va ensuite en voir concrètement comment mettre en place une stratégie Zero Trust. Ensuite, j'enchaînerai par une présentation de l'UGAP et de ses marchés de cybersécurité, comment ces marchés peuvent vous accompagner justement dans la définition et dans la mise en place de cette stratégie Zero Trust. Alors, aujourd'hui, on va parler du Zero Trust, messieurs. C'est une approche de la sécurité qui est devenue vraiment essentielle, surtout dans le contexte actuel. Kevin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le Zero Trust? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. En fait, il faut retracer un petit peu le pourquoi on parle de Zero Trust aujourd'hui. C'est que avant, dans le monde d'avant, on avait un IT de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, on avait nos utilisateurs ou l'accès à nos données. On partait du principe qu'on était dans un environnement sécurisé et on faisait confiance aux personnes et aux applications qui allaient se connecter aux données. Ce concept, il est totalement obsolète aujourd'hui. On l'a vu, il y a de nombreuses cyberattaques depuis maintenant plus de 10 ans, on parle même 15 ans à peu près. Et pour ça, on a essayé de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire pour contrer un petit peu ces cyberattaques, et on a sorti le principe de Zero Trust. Zero Trust, donc, c'est de n'avoir confiance en rien, en personne et en aucune application. D'accord. Voilà. D'accord, merci, c'est plus clair. Et du coup, sur quoi vraiment repose ce concept? Quels sont les piliers en fait qui structurent ce concept? Alors, pour pas faire un long texte rapidement, c'est basé sur 3 principes fondamentaux qui vont être le multifacteur. Donc, il faut authentifier son utilisateur avec plusieurs chaînes de sécurité et de vérification. On a le principe du JIT. Alors, JIT, c'est le Just in Time, juste à temps, où on va donner dynamiquement l'accès à une ressource juste pour l'accès et le besoin présent. D'accord. Et le 3e élément, ça va être la segmentation de son réseau, de ses métiers d'application, pour, en fin de compte, contenir une attaque. C'est-à-dire qu'une attaque qui va arriver dans un secteur sera limitée dans ce secteur. D'accord. Donc ça, c'est 3 principes fondamentaux du principe de Zero Trust. Ok, très bien, c'est plus clair. Merci Kevin. Concrètement, Wahid, qu'est-ce que le Zero Trust? Et surtout, en fait, la question qu'on se pose, c'est en quoi c'est vraiment différent d'une approche plutôt traditionnelle de cybersécurité? C'est une excellente question. Déjà, il faut partir du principe de comprendre le Zero Trust. Le Zero Trust, en soi, ce n'est pas un produit ou une technologie. C'est une approche globale que les organisations doivent avoir au niveau de leur sécurité. D'accord. Donc, précédemment, comme l'a très bien dit Kevin, on avait un SI qui était centralisé, un peu comme un château fort. Et suite à différentes modifications, changements d'habitude, on a ces bulles de confiance qui ont été éclatées et décentralisées. Donc le but du Zero Trust, c'est d'avoir une sécurité rapprochée entre l'ensemble de ces bulles de confiance et de faire en sorte d'avoir une approche globale de la sécurité pour limiter la surface d'attaque des organisations. D'accord. Et exactement comme on le voit, on a énormément de consommation d'applications SaaS qui augmente avec le temps, l'orientation du cloud qui arrive, les télétravailleurs, suite au Covid notamment, qui a explosé. Ça pose énormément de questions auprès des organisations pour avoir cette sécurité de bout en bout. D'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup. C'est plus clair, effectivement. Et je pense que ce qui intéresse vraiment les personnes qui nous écoutent actuellement, c'est en fait quels sont vraiment les avantages en fait de cette stratégie Zero Trust. Est-ce que vraiment c'est pertinent pour tous les acteurs de la sphère publique? Est-ce que Tom, tu peux nous éclairer sur ce sujet? Ouais.
Alors, le premier élément qu'on peut citer en faveur de l'approche Zero Trust, c'est qu'elle va permettre d'améliorer drastiquement la résistance des organisations aux cyberattaques. Et comme vient de le dire Wahid, aujourd'hui, on a de plus en plus recours aux applications SaaS, au cloud, au télétravail, au BYD et même au smartphone. Et aujourd'hui, l'approche Zero Trust, c'est vraiment une solution extrêmement pertinente pour retrouver le contrôle. Et donc, concrètement, l'approche Zero Trust va, par exemple, rendre beaucoup plus complexe la tâche d'un attaquant pour pénétrer un réseau et de se déplacer dessus. L'approche Zero Trust va également permettre de mieux gérer les incidents de sécurité. L'approche Zero Trust va donner énormément de visibilité sur les activités au niveau du réseau, va permettre une meilleure détection des incidents et une meilleure réponse à ces incidents de sécurité. Et ensuite, pourquoi est-ce que c'est pertinent pour les organisations du secteur public? Avec Wahid, on travaille chez Checkpoint et on a la chance d'être alimenté très fréquemment sur les tendances au niveau des cyberattaques, notamment sur le territoire français, de la part de nos centres de recherche. Et ça fait 2 ans que je suis chez Checkpoint, ça fait 2 ans que je vois les organisations publiques et les administrations comme étant les secteurs les plus ciblés par les attaquants, devant le secteur industriel, devant le secteur financier et les banques. Et ça se comprend puisque à l'époque, c'est vrai que les finances, l'industrie étaient les secteurs les plus ciblés parce que il y avait des données bancaires, il y avait de l'argent derrière. Et au fur et à mesure, les attaquants ont développé des technologies complexes d'attaque. Et en parallèle, le secteur financier industriel s'est musclé par rapport à la cyber. Et donc, les attaquants se sont dit quoi? Aujourd'hui, sur le marché, des données à caractère personnel, par exemple, ont autant de valeur que des coordonnées bancaires. Et donc, ils ont appliqué ce qu'ils savaient faire au secteur public parce que le secteur public est un peu moins musclé sur la partie cyber. Et c'est vrai que c'est des cibles qui sont plutôt à privilégier aujourd'hui. Excuse-moi Tom, je te coupe. Je vois dans le chat que certaines personnes ne nous entendent pas. C'est pas le cas pour tout le monde. Si c'est le cas, je vous invite à actualiser la page. Et si vous pouvez écrire dans le chat, recommander d'actualiser la page, s'il vous plaît. Je vois que la plupart d'entre nous entendent, mais certains ne nous entendent pas. C'est juste pour ça. Voilà, excuse-moi Tom. Ok. Et donc, voilà, concrètement, aujourd'hui, on est tous citoyens. D'accord. Et si je prends l'exemple d'une ville, l'idée c'est de faire appel au Zero Trust pour mieux protéger les données à caractère personnel de ses citoyens. Aujourd'hui, ni moi, ni Wahid, ni Kevin n'avons envie de retrouver nos cartes d'identité ou nos numéros de permis de conduire sur le dark web. Donc voilà, l'idée du Zero Trust, c'est de mieux protéger les données à caractère personnel. Pour des groupes hospitaliers, ça va être le fait de pouvoir protéger du coup les dossiers médicaux partagés, les dossiers numériques des patients. Et pour les ministères, les administrations, ça va être le fait de protéger des stratégies, des partenariats un peu plus globaux, des secrets confidentiels d'État. Donc voilà. Donc pour résumer, l'approche Zero Trust, c'est pas une approche qui est universelle à tout le monde, d'accord? L'approche Zero Trust, elle doit être déclinée dans le contexte dans lequel elle s'inscrit. On va pas l'amener de la même manière pour une mairie ou pour un ministère. Voilà, ça va être 2 choses différentes. Ok, d'accord, je comprends, c'est bien plus clair. Donc effectivement, on voit que c'est pertinent pour les acteurs de la sphère publique. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer que ça a un intérêt aussi un peu réglementaire? On voit qu'il y a des nouvelles directives comme NIS2 qui imposent certaines réglementations. Est-ce que l'approche Zero Trust peut aider les entités publiques à répondre à ces directives? Oui, tout à fait. C'est bien d'aborder ce sujet-là parce que justement, le Zero Trust va permettre de mettre en œuvre une stratégie et qui va respecter les recommandations, donc par exemple, tu citais NIS2 ou du RGPD, etc. En faisant quoi? C'est-à-dire que au-delà de l'aspect des différents scénarios qu'on va adapter en fonction des secteurs, on va limiter l'accès à la donnée. Comme je disais en préambule, on limite l'accès à la personne qui a besoin d'accéder à la donnée. D'accord. Voilà, donc en limitant cette surface d'accès, on respecte le principe du Zero Trust. Okay. Donc, on aide à respecter ces exigences réglementaires telles que le NIS2. Donc ça confirme effectivement que c'est très pertinent, surtout pour les entités publiques, notamment avec NIS2 qui arrive très, très prochainement. Donc là, on a vu en quoi c'est pertinent.
Est-ce qu'on pouvez nous faire un petit point sur les obstacles qu'on pourrait rencontrer, que les personnes qui nous écoutent pourraient rencontrer lorsqu'ils vont adopter le modèle Zero Trust? Alors, parmi les challenges auxquels on peut être confronté quand on va entamer une démarche de Zero Trust, la première chose qu'on peut citer, c'est la gestion des infrastructures vieillissantes. D'accord. Il est peu probable dans un système d'information qu'on puisse appliquer un modèle Zero Trust homogène à l'ensemble du système d'information, justement compte tenu des infrastructures vieillissantes, des applicatifs qui sont hérités. Et du coup, dans ce cadre-là, il est important d'avoir en tête, à l'initialisation de ces projets-là, de devoir imaginer des scénarios et des dispositifs spéciaux qu'on va appliquer à ces infrastructures vieillissantes. Je vais prendre un exemple très concret. Tout à l'heure, Kevin parlait de segmentation réseau. Dans le cadre de ce chantier-là, qui fait partie d'un modèle Zero Trust, on va avoir tendance à, si vous voulez, à réadresser des serveurs. On va changer leurs adresses IP. Et compte tenu du fait que ce sont des applications anciennes, il se peut que les développeurs ne sont plus dans les murs. On a perdu vraiment le contrôle de ces applications. Ce sont des applications qui n'ont pas redémarré depuis X années. Et le fait de changer leurs adresses IP nécessite de relancer le service très fréquemment. Et du coup, ça crée une complexité lorsqu'on veut appliquer un modèle de Zero Trust homogène à un système d'information qui est un petit peu hérité. L'autre challenge qu'on peut citer, c'est celui de la supply chain. D'accord ? La supply chain, c'est quoi ? C'est l'ensemble des collaborations qu'on peut avoir au niveau d'une organisation avec des fournisseurs, avec des prestataires, avec des sous-traitants. Et en fait, toutes ces interactions vont créer un maillage numérique, d'accord ? Tout le monde va discuter avec tout le monde. Et en fait, dans la cybersécurité, le niveau de sécurité d'une organisation, c'est le niveau de sécurité du maillon le plus faible, d'accord ? Et je pense qu'on l'a tous vu durant ces derniers mois. On a assisté à des fuites d'informations, à des fuites de données, non pas parce qu'on attaquait l'organisation, mais parce qu'on a ciblé et attaqué des partenaires à ces organisations qui manipulent des données d'entreprise. Et du coup, dans un modèle Zero Trust, c'est quand même assez compliqué, en tout cas, ça fait partie des challenges, de sécuriser, si vous voulez, ces interactions entre les différents partenaires. Et donc, si on peut donner des indications, il va falloir faire attention justement aux applications qui sont utilisées par ces fournisseurs, avec quels moyens ils communiquent avec l'organisation. Est-ce que les protocoles sont sécurisés? Est-ce qu'ils ne présentent pas de vulnérabilité? Est-ce que, si on parle de développement, est-ce que le code source qu'ils fournissent, est-ce qu'il est bien sécurisé? Donc voilà. Ce sont en tout cas les principaux challenges qu'on peut identifier lorsqu'on va lancer un projet de Zero Trust. D'accord, merci Tom. Donc là, effectivement, on a vu les bases du modèle Zero Trust, en quoi c'est pertinent, quels peuvent être les freins pour les personnes qui nous écoutent s'ils veulent mettre en place justement cette stratégie. Là, ce qui serait intéressant, c'est de voir concrètement comment on fait pour mettre en place cette stratégie Zero Trust. Oui, tout à fait. Alors, de façon globale, on va avoir 3 étapes. La première étape, ça va être l'audit de sécurité. Voilà, pour voir qu'est-ce qu'on a sur notre SI. Là, on peut faire un check de l'ensemble des serveurs qui n'ont peut-être pas redémarré, des applications, enfin voilà, et de savoir un petit peu comment on va mettre en œuvre un plan de remise en conformité pour appliquer cette stratégie de Zero Trust, donc, au niveau réglementaire, au niveau solution. La deuxième phase, pour moi, c'est peut-être la plus importante, c'est la sensibilisation de nos utilisateurs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui encore, on sent que dans les organisations, on a un manque de culture de la sécurité. D'accord? Et si on arrive à vraiment emmener ces utilisateurs dans notre stratégie de sécurité, ils seront plus à même de l'adopter et du coup de prendre les bons réflexes. D'accord. Voilà. Le troisième point, ça va être de s'entourer d'experts externes comme SFR ou Checkpoint avec justement des visions sur des solutions mais aussi réglementaires. Et ça, c'est très important de s'entourer des bonnes personnes à l'extérieur parce qu'on va pouvoir confronter plutôt, on va dire, avoir des visions différentes, une vision donc interne de la part du DSI de son organisation et nous, externes, avec nos principes, nos bonnes pratiques. Voilà. Ces 3 phases-là. D'accord. Exactement. Et pour revenir sur la phase la plus importante qui est l'audit,
Ça va être une phase très importante qui va permettre déjà, dans un premier temps, d'avoir une photographie globale de l'organisation, des différentes applications, métiers, les données les plus importantes, savoir comment elles sont protégées à l'heure actuelle, et par la suite, avec l'aide d'un prestataire externe comme SFR notamment, donner une cible et établir une feuille de route qu'on se doit de tenir sur le long terme. Et derrière, ça va permettre de choisir les bonnes solutions de sécurité en adéquation avec le besoin pour atteindre cette cible. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette phase de préparation est très importante parce qu'elle permet d'impliquer le client, l'organisation en l'occurrence, l'intégrateur, derrière pour avoir cette cible qui est importante à avoir. Et donc, par rapport à cette cible, la feuille de route qui va en découler va être très importante pour pouvoir avoir ce modèle Zero Trust par rapport au choix des produits. D'accord, ok, très bien. Donc si je comprends bien, il y a une étape un peu technique, mais aussi vraiment un accompagnement. Il y a une question un peu organisationnelle en fait dans la mise en place de cette stratégie. Oui, tout à fait. L'aspect organisationnel qui est aussi hyper important. Alors, pour illustrer mes propos, je prends l'exemple d'un aéroport, ça parle à tout le monde. Dans l'aéroport, plus on va mettre des mesures, des contrôles de sécurité, portique de sécurité, scan de bagages, contrôle des billets, contrôle d'identité, plus il va falloir des moyens, habituellement humains, pour exploiter cette sécurité. Et quand on parle de Zero Trust, donc de défense en profondeur, on est un peu sur le même principe. Le Zero Trust va amener son lot de processus en plus, son lot de solutions de sécurité en plus. Et du coup, il va falloir des moyens humains pour exploiter cette sécurité. Alors, il y a deux écoles. Soit on se dit qu'on a les moyens en interne parce qu'on a déjà des forces vives pour exploiter cette sécurité, soit, et parce qu'on connaît un petit peu aussi avec Wahid et Guilhem les tendances, les organisations aujourd'hui, elles ont plutôt tendance à venir consommer du service, notamment des services managés. Ouais. Et du coup, ça permet d'avoir à l'instant T0 l'accompagnement d'un expert qui a l'habitude de gérer ces sujets-là. Et ça permet à l'organisation de complètement s'affranchir du recrutement, de la formation, de la rétention des talents. Donc voilà. Et l'autre aspect majeur quand on parle d'aspect organisationnel, c'est la définition des responsabilités propres à chaque équipe. D'accord. Quand on parle de Zero Trust, on parle de sécurité réseau, on parle de gestion des identités, on parle de détection, on parle de sécurité dans le cloud, etc. Et il est extrêmement important de définir de manière claire et précise les niveaux de responsabilité pour chaque équipe finalement. Donc ça va aider l'organisation à gérer la sécurité au quotidien. Mais ce sera surtout extrêmement important en cas de réelle compromission, en cas de réelle brèche, pour pouvoir interagir ensemble, faire la réponse à un incident, le forensics, etc. Donc, très bien. Merci beaucoup, Tom. Donc, effectivement, on a vu ce que c'était la stratégie Zero Trust, comment la mettre en place, quels sont ses avantages, quels peuvent être les freins. Ce qui serait intéressant de voir également, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'est-ce qu'il faut anticiper avant de mettre en place une stratégie Zero Trust. Beaucoup de choses. Énormément de choses. Le Zero Trust va impliquer énormément de changements organisationnels et techniques. Si on partait des préconisations que donne par exemple le Gartner, c'est assez simple, on prend chaque leader de chaque brique. Mais on aura derrière une limite RH au niveau de chaque organisation. Il est très difficile de consolider l'ensemble des compétences au niveau de différentes briques produits. Donc, il est important de faire ces choix technologiques par rapport aux moyens qu'on a et par rapport aux ressources qu'on possède. Donc, la consolidation, c'est vraiment le maître mot. Essayer d'avoir plusieurs briques technologiques qui répondent à différents besoins. Le deuxième, c'est l'automatisation. Donc, avoir des process ou des produits qui vont embarquer l'automatisation. Donc, c'est-à-dire permettre d'avoir un cycle d'utilisation qui est simplifié et qui permette d'embarquer justement ces méthodologies de sécurité. On prend l'exemple, par exemple, du firewall. Lorsqu'on va mettre en place une règle de flux, il va y avoir, par exemple, une demande qui va être faite par le client, les chefs de produit ou le métier. Il va y avoir les équipes de sécurité qui vont valider ou pas cette règle de flux. Et derrière, il va y avoir l'implémentation. Et une fois que l'implémentation est faite, il faut faire une vérification continue de ces règles de sécurité. Et donc, il faut le faire sur l'ensemble des briques qu'on met en place. D'accord. Pour avoir la cible sur le long terme.
Ok, très bien. Merci beaucoup, Wade. Merci, messieurs, en tout cas, pour ces présentations. C'est très clair. Maintenant, je pense que les personnes qui nous écoutent comprennent mieux ce que c'est, ce que c'est le Zero Trust, comment le mettre en place, quels sont ses avantages. Je pense que ça serait intéressant de maintenant passer sur un cas d'usage, un cas pratique pour vraiment comprendre sur le terrain comment ça se passe finalement. On va parler d'un chantier que tu connais bien, Tom, c'est la segmentation réseau. Je sais que par le passé, tu as accompagné pas mal de bénéficiaires sur ces sujets. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, quel est le rapport avec le Zero Trust, etc. Merci Guillaume. Alors effectivement, parler de la segmentation réseau, c'est hyper important parce que ça fait partie des chantiers du Zero Trust qui apportent, on va dire, le plus gros bénéfice en termes de sécurité. Kevin en a parlé tout à l'heure. Il y a deux principaux avantages à mettre en place de la segmentation réseau. Le premier, c'est on réduit drastiquement la surface d'attaque. Et de deux, on est capable de limiter énormément les mouvements latéraux sur le réseau. D'accord ? Et donc, la segmentation, en quoi ça consiste ? Donc, typiquement, dans un réseau un petit peu legacy, on va avoir, si vous voulez, au niveau du LAN, des gros réseaux dans lesquels on va mettre tout un tas de serveurs, peu importe les métiers, peu importe leurs fonctions. Et donc, l'idée de la segmentation, c'est de prendre ces gros réseaux et de les diviser en une multitude de sous-réseaux. On peut appeler ça également des bulles de sécurité. Et donc, l'objectif de la segmentation, c'est de définir un modèle de segmentation dans lequel on va répartir nos serveurs dans ces bulles de sécurité en fonction du métier, en fonction de la criticité des données qu'elles hébergent, en fonction du périmètre qu'elles servent, d'accord. On parle souvent aussi de production, de développement, de qualification. Et du coup, tout l'enjeu de la segmentation réside dans le fait de bien définir son modèle de segmentation, de répartition des serveurs dans les bulles. Et qui est-ce qui va protéger ces bulles de sécurité ? Finalement, ça va être en général une couche de firewall qui va justement appliquer un contrôle de sécurité, une politique d'accès, de manière à pouvoir gérer et contrôler les flux qui rentrent et qui sortent au niveau de chaque bulle. Et plus on va être granulaire dans cette segmentation, plus on va donner du travail au firewall, d'accord ? Puisqu'il va devoir contrôler toujours de plus en plus de flux. Et puisque personne ne dispose d'une boule de cristal aujourd'hui, il est extrêmement difficile de prévoir à horizon 3, 4, 5 ans le niveau de granularité, le nombre de bulles qu'on va devoir déployer. Parce qu'on est assujetti à diverses réglementations, à diverses tendances, etc. Et du coup, on se doit d'avoir un firewall qui soit capable de pas être le dénominateur limitant à ce projet-là. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au moment du dimensionnement, une fois qu'on a défini le modèle de segmentation, on va devoir identifier le bon modèle de firewall par rapport au projet. Et donc, dans 90% des cas, on va avoir tendance à sursizer ce firewall pour être certain qu'il ne soit jamais le goulot d'étranglement par rapport à ce projet-là, parce que ça va devenir réellement la pierre angulaire de la segmentation, la pierre angulaire du réseau. Et donc, en général, on va avoir tendance à sursizer ce firewall. Et on sait que c'est quand même un investissement qui peut être assez conséquent, notamment si on décide de mettre en place des fonctions de sécurité avancées. On parle d'inspection en profondeur. Et du coup, la position de Checkpoint par rapport à ce sujet de segmentation, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de proposer une solution qui est complètement adaptée à ces sujets de segmentation réseau. On a une offre qui s'appelle Quantum Maestro et du coup qui est une solution complètement scalable, d'accord ? C'est-à-dire qu'on est capable de commencer petit, donc de mettre en place un modèle de protection basé sur 5 ou 10 gigas de firewall, si je parle un petit peu technique. Et si demain, à horizon 2, 3, 4, 5 ans, je viens exploser mon modèle de bulles et je viens les multiplier par 10. En fait, l'architecture Maestro permet justement de scaler en fonction de nos besoins. C'est ce qu'on voit à l'écran, justement. Effectivement. Donc, on a justement cette capacité à monter en puissance avec cette solution-là, sans pour autant remettre en question l'architecture qu'on aura mis en place dès le début. Si je prends le parallèle avec des firewalls qui offrent des performances statiques, à partir du moment où j'ai atteint les limites de mon modèle firewall, j'ai pas d'autre choix que de le remplacer parce qu'il ne peut plus suivre. Et du coup, le gros avantage d'une solution comme celle-ci, c'est de pouvoir suivre la croissance de la société au fur et à mesure, en empilant du coup. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi avec Maestro, c'est qu'on arrive à avoir
un mode de fonctionnement actif-actif, dans certains cas, qui peuvent répondre aux besoins de disponibilité de certaines organisations. Notamment, on a pu le voir au niveau des hôpitaux qui ont besoin d'avoir un accès à 99,99% de leur réseau sur certains dossiers patients. Donc justement, on répond à ce cas d'usage. Et ce qui est intéressant, c'est, par exemple, en cas d'incident ou autre, on a ce modèle qui permet d'avoir une reprise en cas d'erreur ou d'indisponibilité. Et du coup, juste pour terminer un petit peu le projet de segmentation réseau, une fois qu'on a identifié notre modèle de segmentation, une fois qu'on a identifié notre modèle de firewall qu'on allait mettre en œuvre, du coup, après, il y a tout l'aspect organisationnel, l'aspect procédure qu'on va devoir mettre en place. Typiquement, vous voyez, d'en parler tout à l'heure, lorsque mon modèle est déployé, du coup, je vais être confronté à énormément d'ouverture de flux parce que j'ai plein de bulles sécurisées. Il y a des applications qui sont conçues au jour le jour et je vais devoir donner des accès à ces applications. Et l'intérêt, oui, on en a parlé tout à l'heure, de l'automatisation, c'est que je vais rendre beaucoup plus agile ma méthode d'ouverture de flux. D'accord ? Donc, je peux m'appuyer sur des solutions tierces pour soumettre des demandes d'ouverture de flux. Après, on arrive sur l'aspect organisationnel. Donc, finalement, qui est responsable de faire les demandes, qui est responsable de valider que l'ouverture de flux ne vient pas à l'encontre de la politique de sécurité de l'entreprise, et derrière, qui est responsable d'implémenter cette ouverture de flux. Et il y a un aspect aussi qui est extrêmement important, vous voyez, on en a parlé, c'est la requalification des règles dans le temps. Il y a un cycle de vie au niveau des applications, il y a des applications qui sont conçues, il y en a d'autres qui sont décommissionnées, etc. Et ce qui est important, c'est de valider dans la durée que les ouvertures qu'on a faites sont toujours d'actualité. D'accord ? L'idée, c'est de pas faire du réseau une passoire, parce que du coup, ça va aussi à l'encontre du projet Zero Trust. Et l'idée, c'est vraiment de requalifier les règles dans la durée et de s'assurer que ça correspond toujours à ce qui est déployé au niveau de mon réseau. Donc, voilà, c'est un petit peu dense, mais c'est important de soulever ces points-là. Ouais, c'est intéressant, c'est très intéressant. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on vient de se dire, c'est qu'on a vu donc le concept Zero Trust, que dedans on a la réglementation et donc les solutions avec Checkpoint, qu'il faut être accompagné, donc en général par un intégrateur comme SFR Business, qui va suivre le projet de bout en bout et qui va assurer en fin de compte l'hygiène IT du système d'information du client. Et en partenariat, un partenariat fort donc avec Checkpoint par exemple, pour mettre en place une solution. Eux vont avoir ce rôle de référence suprême sur leur solution et les bonnes pratiques de mise en place. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé, hein, Guilhem. On va te laisser un petit peu la parole aussi. Et est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'offre de cybersécurité qu'il y a à l'UGAP ? Ouais, bien sûr. Avant de rentrer dans le détail de l'offre de cybersécurité de l'UGAP, je pense que c'est important aussi de faire un rappel sur ce que c'est l'UGAP, quels sont ses engagements, etc. Bon, je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent connaissent, mais c'est toujours intéressant de faire un petit coup de refresh. Du coup, l'UGAP, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui s'en souviennent plus, c'est la seule centrale d'achat généraliste qui est 100% dédiée à l'achat public. Elle a vraiment un modèle d'achat pour revente et c'est une centrale qui est vraiment engagée en faveur des politiques publiques. Si je dois donner un exemple, on a des clauses d'insertion sociale dans la plupart de nos marchés qui, par exemple, entre autres, il y a plusieurs types de clauses, favorisent le retour à l'emploi de personnes qui n'en ont plus. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important pour l'UGAP. On veille à ce que les titulaires de nos marchés appliquent et fassent respecter ces clauses. Mais si je dois résumer ce qu'est l'UGAP et à quoi elle sert, en fait, elle donne accès à la commande publique aux entités publiques, hein, et tout ça sans passer d'appel d'offres. Donc, les entités publiques qui sont concernées, c'est les établissements publics de l'État, c'est la santé, c'est les ministères, c'est les collectivités territoriales, c'est le monde du social, etc. Donc voilà, on leur donne accès à la commande publique sans qu'ils aient à monter de procédures d'appel public, de mise en concurrence, etc. L'UGAP, c'est aussi un réseau territorial assez large. On a plus de 800 collaborateurs dans notre réseau commercial partout en France, du coup, qui seraient disponibles à tout moment par tous. Ils sont répartis au travers de 25 implantations territoriales et 8 directions territoriales. Donc, ce qui fait que avec ce maillage territorial UGAP, où que vous soyez, vous allez tout le temps avoir un commercial UGAP qui sera à proximité, qui sera en relation avec les équipes Checkpoint, avec les équipes SFR, pour répondre au mieux à votre besoin. OK.
Du coup, on voit qu'il y a une forte proximité de l'UGAP, mais du coup, comment l'UGAP va accompagner le secteur public dans des problématiques, dans des projets de cybersécurité? Alors, pour accompagner le secteur public, l'UGAP propose plusieurs offres. En fait, on a vraiment une offre 360, un cercle de cybersécurité au travers de plusieurs offres. On a tout d'abord une offre logicielle au travers du marché multi-éditeur, dont Checkpoint est d'ailleurs référencé. Donc, c'est un marché qui référence des éditeurs de logiciels. Et après, on propose leurs solutions logicielles au travers de ce marché-là. On a ensuite la partie plus, plus prestation. Donc, on a le marché de sécurité des systèmes d'information. Donc, on y retrouve de l'accompagnement, du conseil, aussi des prestations, par exemple, de tes intrusions, boîte blanche, boîte grise, boîte noire, etc. Donc, c'est plus la partie presta, conseil, accompagnement des bénéficiaires dans leur développement de leur maturité cyber. Et enfin, on a le marché matériel et prestations associées, dont SFR Business est titulaire. Donc, c'est le marché cybersécurité réseau. Et dans ce marché, on trouve, entre autres, je vais pas faire une liste exhaustive de tous les matériels qu'on trouve, mais on trouve du firewall, du firewall Checkpoint, on trouve du NAC, on trouve du load balancer, etc. Donc voilà. Au travers de ces trois offres, donc logiciel, prestations et matériel, on peut vraiment accompagner tous les acteurs de la sphère publique. Et ça, en fait, quelle que soit la taille de l'entité publique, quel que soit son budget, quel que soit son projet, on va pouvoir les accompagner. On aura toujours un commercial qui sera là pour les accompagner. Et bien sûr, ils n'auront pas à passer l'appel d'offres, ils vont passer par le vecteur UGAP. Donc voilà, c'est comme ça qu'on accompagne les acteurs de la sphère publique dans leurs projets cyber. D'accord. Alors du coup, donc tu nous parles de ces offres, de ces trois offres à l'UGAP, mais comment le secteur public du coup peut commander à l'UGAP? Ouais, c'est assez simple en fait. Pour commander à l'UGAP, la première étape, c'est de contacter son interlocuteur UGAP. Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous en avez déjà un, donc là, c'est assez simple. Soit vous devez contacter quelqu'un. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre sur ugap.fr et taper cybersécu dans le moteur de recherche. Et vous allez atterrir sur la page de présentation de l'offre cybersécurité réseau. D'ailleurs, je peux vous mettre le lien dans le chat. Hop, je vous l'ai envoyé. Et du coup, ça vous permet, tout en bas, vous allez avoir un formulaire de contact dans cette page-là. Donc, cette page va décrire le marché, etc. Et tout en bas, vous allez avoir un formulaire de contact pour contacter votre interlocuteur UGAP. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de faire une réunion de qualification. Donc, la réunion de qualification, ça sera avec SFR, les équipes d'SFR et potentiellement l'éditeur qui pourra répondre aux besoins. Donc, l'idée, c'est d'affiner votre besoin pour que SFR comprenne au mieux comment y répondre, comment vous accompagner de la meilleure des manières. Donc, à la suite de cette réunion de qualification, vous allez recevoir un devis UGAP suivi d'un mémoire technique. Si ça vous convient, vous pouvez l'accepter et le transformer en commande. Et là, vous avez contractualisé votre achat de votre firewall, par exemple. D'accord. Donc, tu viens de nous expliquer qui était l'UGAP, tu viens de nous faire un rappel. Comment tu accompagnes avec l'UGAP le secteur public. Oui. D'accord. Comment commander. Mais du coup, quels sont les avantages à passer par l'UGAP? Alors, il y a plusieurs avantages à passer par l'UGAP. Le premier d'entre eux, c'est que il n'y a pas de frais en fait pour être client, pour être adhérent à l'UGAP. Il n'y a pas de ticket d'entrée, contrairement à parfois certaines autres centrales. Donc ça, c'est déjà un sacré avantage. L'autre avantage, c'est qu'en passant par l'UGAP, vous vous assurez vraiment de respecter le code de la commande publique. En fait, en passant par l'UGAP, tout le risque juridique est porté par l'UGAP et non pas par le bénéficiaire direct. Donc, vous êtes sûr de respecter le code de la commande publique parce qu'on a une équipe de juristes et d'acheteurs qui ont tout bétonné au niveau de nos marchés publics. Donc, ça, il y aura aucun souci. Un autre avantage de passer par l'UGAP, c'est en fait de réduire le temps en fait entre l'expression du besoin et le début des prestations. On voit que, et c'est un retour qu'on entend souvent de nos bénéficiaires, c'est que on gagne énormément de temps à passer par l'UGAP, forcément. Et ça va avec le dernier avantage que je vois, c'est qu'en fait, en passant par l'UGAP, vous n'avez pas à monter de procédure d'appel d'offres. Donc forcément, vous gagnez du temps parce que vous passez pas entre 6 mois et 1 an à rédiger une procédure d'appel d'offres. Vous économisez des ressources que vous allez pouvoir allouer ailleurs, autre que à la rédaction de cette procédure. Et forcément, vous gagnez de l'argent. Vous économisez en tout cas de l'argent parce que vous payez pas une personne pendant 6 mois pour rédiger cette procédure. Et en plus, vous bénéficiez de prix déjà prénégociés dans nos marchés UGAP. Donc voilà, pour moi, ce sont les 3-4 avantages, gros avantages à passer par l'UGAP.
Ok, merci beaucoup Guilhem pour toutes ces précisions sur l'UGAP. Merci à ceux qui se sont connectés de nous avoir écoutés. On espère avoir été assez clairs dans nos explications. Et voilà, donc il nous reste un peu de temps pour une session de questions-réponses. Ouais. Alors, on va regarder. Déjà, j'espère que tout le monde nous a bien entendu. Genre, j'ai l'impression que oui, la plupart d'entre vous, oui. J'ai vu que certaines personnes... Petit détail technique. C'est ça, on peut pas... Et en attendant de pouvoir répondre aux questions, ce qui est intéressant, c'est qu'avec SFR, on a l'habitude de travailler conjointement. Moi et Tom, nous représentons l'ensemble du secteur public sur la partie technique et avant-vente. Et on accompagne conjointement SFR et l'UGAP pour répondre à vos besoins. Que ce soit la détection du besoin, la qualification du besoin, et vous donner la meilleure solution possible par rapport à ce qu'on a trouvé comme besoin. Donc on a vraiment un rôle de conseiller technique, pas seulement de relation client-acheteur. Voilà, certains d'entre vous ne trouvaient pas le lien. Hop, il est en bas à gauche, normalement, il est promu sur scène. Les aléas encore de la technique. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en tout cas. Là, je vois qu'il y a une question dans le chat, plus pour Checkpoint. Alors, on y a déjà à peu près répondu. Peut-être vous voulez un peu plus de développement. C'est en quoi, en fait, les produits Checkpoint qui sont disponibles au catalogue UGAP peuvent vraiment aider à la mise en place de cette stratégie Zero Trust. Alors, c'est un peu ce qu'on a dit finalement avec Maestro. Non, mais je peux répondre. Il y a quand même une donnée d'actualité qui est intéressante. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le laboratoire Forrester, mais ils ont sorti justement un rapport sur les principaux leaders sur la partie Zero Trust. Checkpoint a été nommé leader de par sa capacité à proposer des solutions capables d'adresser le Zero Trust. Et ce qui est mis en avant, c'est le fait qu'on ait une approche plutôt hybride, c'est-à-dire qu'on fournit à la fois des solutions de sécurité pour onboarder du Zero Trust on-prem, mais également sur la partie cloud. Et ce qui est mis aussi en avant, c'est justement notre gestion simplifiée de toute cette sécurité. Oui, on en a parlé. On a globalement, on a deux approches. Soit on part sur l'approche qu'on appelle best of breed. Donc, je prends le leader de chaque niche, d'accord. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Il y a des fonctions qui sont pas forcément utiles par rapport à l'organisation en elle-même. Soit il y a l'approche consolidée. Et l'approche consolidée a l'avantage du coup d'être managé par un seul portail de management. Donc ça simplifie grandement les processus au quotidien, ça permet de réduire le nombre de personnes qui vont administrer ces solutions, et surtout ça permet d'avoir une intégration native entre tous les produits. Si on détecte du coup une compromission ou une tentative d'exploitation sur un vecteur, l'idée de nos solutions, c'est qu'elles puissent communiquer entre elles et du coup appliquer des mesures et des contrôles de sécurité automatisés sur finalement l'ensemble des vecteurs d'attaque, que ce soit sur le réseau au travers du firewall, mais aussi la partie mobile, le cloud, etc. Exactement. Et pour vraiment résumer, globalement, Checkpoint, on a un acteur de la cybersécurité. L'exemple qui a été fait précédemment sur la brique firewall, on est un parmi tant d'autres. On fait aussi de la sécurisation des mobiles, des endpoints, sur l'ensemble des maillons qu'une organisation peut avoir. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vois d'autres questions dans le chat. Comment pourrait-on appliquer cette stratégie avec un pouvoir décisionnel limité et dans un contexte très peu sensible à la cyber, très peu sensibilisé à la cyber? Justement, je pense que la première chose à faire, c'est sensibiliser ses utilisateurs. Je le redis, c'est vraiment la culture de la sécurité. Il faut vraiment que toutes les organisations, et même au-delà, les entreprises même, aient une culture de la sécurité. Donc ça veut dire des rappels, des petites formations qui sont accessibles à n'importe quel profil de métier, parce qu'on n'est pas tous techniques et experts dans nos métiers, donc il faut faire attention à ça. Il faut vraiment adapter le discours au public qu'on a en face. Donc, vraiment, la sensibilisation, pour moi, c'est le premier facteur. Au-delà de la solution, bien sûr. Mais ça va plutôt concerner un DSI, par rapport à un RSSI qui, lui, va être plutôt réglementaire. Mais lui, ça va plutôt l'intéresser que ses utilisateurs ne fassent pas n'importe quoi avec ces données. Voilà, simplement. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a certaines de nos solutions qui embarquent justement cette possibilité de sensibiliser les utilisateurs. Par exemple, effectuer des campagnes de phishing. Et je pense avoir plus ou moins compris la question dans le cas d'une organisation qui ne ressemble pas du tout au privé. Dans le public, généralement, on a des problématiques RH, on a des fonctions qui sont fusionnées, par exemple le DSI et le RSSI. Il faut évidemment les convaincre en premier lieu.
Et généralement, ce qu'on voit, c'est regrettable. Il faut se prendre une première attaque avant de pouvoir être vraiment sensibilisé et pouvoir mettre les fonds nécessaires pour pouvoir adresser les différents sujets. D'accord. Donc on voit que c'est vraiment une question plutôt organisationnelle, de formation, de sensibilisation en amont, en vrai, pour mettre tout ça en place. Une autre question un peu plus peut-être technique. Votre segmentation réseau passe-t-elle aussi par l'interconnexion d'un ou plusieurs VLAN au travers d'un firewall natif ou simplement d'un firewall? C'est une question très technique. Je préviens, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas la réponse, on pourra revenir vers vous. Avec grand plaisir. Le but, justement, du pare-feu, c'est de faire du filtrage inter-VLAN. Donc, chaque VLAN va être, entre guillemets, cette bulle de sécurité. Et justement, on l'embarque nativement. Mais ce qui est intéressant, justement, comme l'a très bien expliqué Tom, c'est d'être granulaire au niveau de ces politiques qu'on va mettre en place entre ces différentes bulles. Par exemple, on va mettre des accès restreints entre les utilisateurs et les serveurs d'applications métiers ou vers des serveurs de données. Par exemple, un utilisateur externe n'aura pas forcément les mêmes droits qu'un utilisateur en interne. Mais oui, juste pour compléter, effectivement, le firewall sera la passerelle par défaut de toutes ces bulles de sécurité. D'accord. Et plus on multiplie les bulles, plus on multiplie le nombre de VLAN, plus le firewall a besoin d'appliquer des contrôles entre les différentes bulles. Oui, c'est clairement le firewall hardware qui sera responsable d'appliquer la sécurité au niveau des bulles. Ok, très bien, merci. J'ai une question, alors que je regarde les questions qu'il reste. Alors, une question, encore une fois, on y a déjà répondu, mais c'est peut-être intéressant de développer encore plus. Concrètement, le Zero Trust porte sur quoi? Bon, c'est assez généraliste, on y a déjà répondu, mais peut-être que la personne n'était pas là juste avant. Un petit rappel. Ouais, petit rappel très succinct. Le Zero Trust, c'est vraiment pas un produit. C'est une philosophie, c'est un mode de protection qu'on doit penser par rapport aux différentes évolutions que les organisations ont. Du fait de la décentralisation des accès et de la sécurité qu'on se doit d'avoir. Après, le Zero Trust, il porte sur différents aspects. On va parler du Zero Trust sur la partie réseau, d'accord. On a parlé de segmentation. Il y a aussi toute la gestion des identités et les droits d'accès. On parle aussi du principe du moindre privilège. Kevin en a parlé un petit peu. On parle également des données. Qu'est-ce que je fais des données quand elles sont, on parle de données at rest, at move et at use, c'est-à-dire quels sont les mécanismes de sécurité que j'applique à la donnée lorsqu'elle est utilisée, lorsqu'elle est stockée ou lorsqu'elle est en mouvement. On parle aussi de toute la partie monitoring des activités. L'idée ici, au travers du Zero Trust, c'est d'avoir un chantier qui porte sur finalement la supervision de ce qui se passe sur mon réseau. Donc, ça va couvrir toute la partie surveillance. On parle de SOC, on parle de NOC également. Et l'idée, c'est d'avoir, en tout cas, on peut pas protéger ce qu'on ne voit pas. Et donc, finalement, cette partie monitoring est hyper importante dans le cadre du Zero Trust, puisque ce sera un peu nos oreilles et nos yeux sur le système d'information. Mais après, voilà, on peut décliner l'approche Zero Trust au niveau du cloud, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas les mêmes équipes, ce ne sont pas les mêmes moyens techniques, ce ne sont pas les mêmes processus. Donc, le Zero Trust, c'est extrêmement large, mais l'idée, comme l'a dit Wahid, au début, c'est de réaliser un audit qui va permettre d'identifier nos assets, ce qu'on veut protéger, où est-ce qu'on en est au niveau de la sécurité à l'heure actuelle, et définir une roadmap en fonction de ce qu'on veut privilégier en termes de chantier dans la durée. Et du coup, combler le gap entre ma sécurité actuelle et l'état de l'art pour chaque chantier, finalement. Ok. Merci Tom. Réponse complétée d'ailleurs par quelqu'un qui nous écoute, qui dit que le Zero Trust, en fait, c'est partir du principe que tout utilisateur du SI est malveillant. Ouais. Donc, sectoriser au maximum les droits et accès aux données. Et il nous explique en plus que sur la plupart des tests de sécurité, les erreurs elles viennent des utilisateurs, des excès de confiance des utilisateurs. Donc, je pense que ça rejoint. Ça rejoint. Tout se rejoint. On va l'inviter sur le plateau. Ouais, c'est ça. Il va être entre moi et Tom. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas de vraie traduction de Zero Trust en français. Donc, tout à fait. Si on le rapporte, c'est confiance zéro. J'ai une autre question. Les authentifications d'EFA sont-elles bien une brique du Zero Trust ? C'est une partie assez simple pour la mise en place et un début de sensibilisation pour une hiérarchie pas forcément sensible à la cybersécurité. C'est la première brique. Ouais, c'est la première brique. Clairement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça veut dire qu'on va... une carte d'identité peut être volée. Donc, du coup, comment on prouve son identité ?
Voilà, c'est ça. C'est ce deuxième facteur, comment on prouve son identité. En fin de compte, un login mot de passe, ça peut être prêté à un collègue. Par contre, la connexion à son Office 365, par exemple, là, ça va nous demander un petit code par SMS ou à une application de tente, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première brique pour moi du Zero Trust au niveau solution. On parle solution. Oui, clairement. Et c'est une solution qui peut être facilement mise en œuvre en plus parce que voilà. Il y a pas mal de solutions qui existent sur le marché, très intégrées en plus à l'écosystème entièrement. Donc, Je vois une question un peu plus sur l'UGAP. En quoi les offres de l'UGAP peuvent se compléter? Alors effectivement, comme je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs offres à l'UGAP, une offre logicielle, une offre matérielle, une offre prestation. Elles peuvent toutes se compléter et faire une offre globale de cybersécurité. Après, c'est à vous de voir avec nos conseillers spécialisés informatiques quel est votre besoin, où vous pouvez piocher. Si vous avez besoin de matériel, vous allez sur le cybersécurité réseau, de la prestation du test d'intrusion, vous allez sur sécurité système d'information. Donc voilà, effectivement, ce sont des offres qui se complètent, qui ont toutes un périmètre différent. Donc je vous invite à nous contacter directement et pour qu'on voit ensemble comment vous accompagner de la meilleure des manières. Juste pour compléter, un petit retour d'expérience lorsque j'ai accompagné un client industriel, justement pour amener le modèle Zero Trust, et en tout cas le marketer en interne, on avait défini ce qu'on appelait les 3 P pour People, Process, Produit. Et en fait, on déclinait cette approche-là, les 3 P, en fait, finalement, pour chaque chantier du Zero Trust, pour la partie identité, pour la partie segmentation, pour la partie monitoring. Et finalement, ça permettait d'avoir une vision très claire et précise sur, finalement, quand je me lance sur tel ou tel chantier, qu'est-ce que je vais remplir dans la partie people, dans la partie process, dans la partie produit. Et du coup, ça permettait d'avoir une matrice que je pouvais dresser par rapport à différents chantiers. Et du coup, ça permettait de mettre en évidence, typiquement, voilà, sur la partie produit, là, j'ai mis du checkpoint et là, j'ai peut-être mis une autre solution. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux consolider plutôt que d'avoir des produits divers et variés? Pareil pour la partie people. Est-ce que je peux mutualiser un petit peu les équipes pour avoir une approche un peu plus globale suivant les différents chantiers? Donc, à retenir les 3 P, si ça peut en servir quelques-uns. Après les 3 C. Merci Tom. Une autre question que je vois dans le chat, est-ce que les solutions EDR sont une brique du Zero Trust? Tout à fait. Comme expliqué précédemment, chaque maillon du réseau ou des devices sont à protéger. Donc l'EDR est très importante parce que ça va permettre de protéger le poste de travail de l'utilisateur et d'avoir justement la visibilité sur les événements de sécurité qui peuvent avoir lieu. D'accord, très bien, c'est noté. Ces solutions donc, de 2FA protègent-elles le MITM? Ou alors ça ne protège rien comme le 802.1X? Je n'ai pas toutes les rêves techniques, ça se voit. Alors 802.1X, oui, mais MITM, ça ne me parle pas. Non plus, je vois pas ce que c'est là. On peut lui demander de... Si vous pouvez développer peut-être la question... La nomenclature de MITM. Après, de toute façon, la partie MFA, c'est plutôt l'authentification aux applications ou à des services. Ouais. Tandis que le 802.1X, ce sera plutôt, on parle de Nike, c'est est-ce que j'autorise ou non l'accès à un device physique à accéder au réseau, à se connecter sur le système d'information. Donc, les deux rentrent dans le cadre du Zero Trust, mais c'est deux périmètres distincts, c'est 2 couches différentes. Ça adresse 2 besoins différents. MITM, man in the middle. Ah ok. Pardon. Là, d'un coup, ça... On parle français ici. On parle français. Bon, MITM. Ouais, MITM. Okay. Justement, on peut avoir des mécanismes qui peuvent être mis en œuvre au niveau du pare-feu ou au niveau d'équipements intermédiaires comme le switch, par exemple le max spoofing pour éviter que justement on ait une usurpation ou une redirection de trafic vers un tiers malveillant. Mais le 802.1X permet d'éviter en tout cas... permet de réduire le risque d'un man in the middle, un attaquant qu'on ne connaît pas qui viendrait se plugger sur le réseau et lancer des choses illicites. Effectivement, le 802.1X, ça permet de le faire. En tout cas, c'est la première brique de sécurité. D'accord, très bien. Écoutez, merci messieurs pour ces échanges. C'était très intéressant. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On reviendra vers vous. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous contacter. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à se souhaiter une très bonne journée et merci encore pour votre présence. Merci. Et pour votre participation. Merci, à bientôt. Merci UGAP. Au revoir. Au revoir. Au revoir.